Bonjour et bienvenue à la deuxième session de posters de cette conférence. On a 14 posters qui vont être présentés durant 20 minutes et chacune va se succéder au son de l'alarme. Ensuite, vous allez pouvoir vous séparer dans les salles en parallèle pour rencontrer les présentateurs et parler avec eux de leurs posters. Nous avons quelques problèmes techniques et certains participants avaient du mal à rentrer dans les salles en marge, donc on les a ouvertes pour tout le monde, de sorte qu'elles sont accessibles à tout le monde. Maintenant, je vais vous expliquer comment procéder à la fin de cette présentation. Donc, sans plus attendre, commençons avec notre première présentation de poster. Je vais inviter Farzani Barak, qui vient de Canada et qui va nous parler de la capacitation et les schémas entre les foyers pour capacitation. Aujourd'hui, on va parler de sécurité et de deux principaux schémas. Alors, pour combiner le haut risque de sécurité alimentaire et la capacitation entre les foyers, avec ces foyers et ces schémas, nous allons pouvoir capaciter les femmes, les hommes dans l'amélioration de leurs conditions et tester les différences. Dans la condition 1, seulement l'homme a la capacité. Lorsqu'une capacité femme, eh bien, cela résulte en une double capacitation. Et lorsque aucun des deux n'est capacité, la capacitation des femmes fait qu'en fait, il n'y a souvent que une capacitation de femme. Lorsque on capacite les femmes, les conditions des deux est améliorée. Cela montre l'importance de l'analyse sensible au genre pour ces analyses et rapprochements des écarts entre les genres. Merci. Merci, Farsani. La prochaine oratrice ou le prochain orateur, Jeffrey Asalo, qui vient de l'université, qui va nous parler de la connaissance en nutrition, perception, utilisation d'étiquettes liées à la santé. Il y a des éléments de nutrition très importants sur les étiquettes, différentes tailles d'étiquettes, la liste d'ingrédients, etc., les contenants en graisse, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment mettre ceci tiré à profit. Cela dans notre étude. L'indicateur principal nous indique que la connaissance en nutrition est très faible. En général, la perception est élevée. L'utilisation est très faible de ces étiquettes indicatives. Et donc, souvent, il faut faire un effort pour promouvoir la connaissance sur la nutrition et l'information par rapport à ces étiquettes. Merci. Thanks, Jeffrey. Merci à Jeffrey. Prochaine oratrice, Ethel Haria du Ashoka Trust en Inde sur les tendances de consommation des produits laitiers au sein des pasteurs à Bani. L'idée de changer la consommation des produits laitiers au sein des communautés de producteurs de lait à la base lorsqu'ils étaient des gérants de taille. En fait, eh bien, ils avaient des consommations différentes, mais lorsqu'ils vendent maintenant les produits laitiers et ils deviennent une chaîne d'approvisionnement, les paramètres que nous avons analysés étaient en fait une augmentation du lait en termes de production qui résulte dans une augmentation de leur propre consommation. On croyait que c'était le cas, mais ce n'est pas le cas. Comme ils dépensent plus que la moitié en termes de lait qui est conservé. Un changement intéressant, ça a été l'allocation pour le lait par rapport au lait qui est conservé pour le foyer, qui est lié à des spécificités culturelles. Vous avez dépassé le temps de parole. Je vous retrouverai dans la session en parallèle. Merci. Merci. Maintenant, nous passons à Radhima Kapoor qui va nous parler des aliments indigènes de la communauté de Ho, une communauté de Jharkhand en Inde. Bonjour à tous. Nous avons mené une étude pour explorer les nourritures traditionnelles de ces communautés en Inde avec une liste qualitative qui montre qu'il y a 242 aliments indigènes et on a fait une analyse spécifique de ces aliments. La plupart sont des aliments riches en micronutriments. Lorsqu'on passe avec la communauté du temps pour discuter, on voit que
il y a 119 aliments consommés, 61% qui ne sont pas vraiment utilisés. On a trouvé des facteurs qui promouvent la consommation, les bénéfices de nutrition, également l'importance sociale au sein de la communauté. On a identifié des valeurs vers lesquelles on peut développer ces aliments indigènes, la réduction des coûts, la disponibilité au niveau de l'habitat et le manque de conscientisation au sein des jeunes est aussi un élément qui est un frein. Il faut donc promouvoir cette utilisation diversifiée de ces aliments traditionnels au sein de toute la communauté. Merci Redima. Alors maintenant, la prochaine présentation nous vient de Alotayo Toromade de l'Université d'Ibadan au Nigeria, à Butayo. La parole est à vous. Mesdames et messieurs, nous allons parler d'un programme qui nous permet d'améliorer les résultats sur la nutrition. Cette étude a été menée au niveau de promoteurs de programmes et de mettre en place des éléments pour la programmation alimentaire de ces pays à travers les organisations, 3 des organisations qui coopèrent avec la nutrition. De plus, ces organisations avaient une guidance limitée par rapport à l'amélioration de ce programme. L'étude implique une connaissance et le design adéquat pour améliorer la nutrition des bénéficiaires. En conclusion, il faut une orientation et une plus grande responsabilité des organisations qui travaillent au niveau de ces programmes. Et nous allons parler peut-être de certains détails. Merci d'écouter. Merci. La prochaine présentation vient de Pamela Adududu de la faculté de l'Université de Zimbabwe sur la commercialisation agricole, l'impact sur la nourriture des foyers et la sécurité au Zimbabwe. Bonjour, je m'appelle Pamela Madududu, je suis étudiante en macroéconomie de l'agriculture à Pretoria et j'ai été modifiée pour faire ces études parce qu'au Zimbabwe, on a beaucoup de problèmes d'insécurité alimentaire avec 70% des personnes qui dépendent de petites exploitations et donc les personnes ne peuvent pas se permettre ça. J'ai été modifiée pour cette étude parce qu'au niveau de la commercialisation, eh bien, c'est l'une des solutions proposées pour améliorer et faire avancer la nutrition grâce à une plus grande production et revenus. Et donc, on met en place des réseaux pour mettre en place des systèmes de commercialisation à partir de ces foyers qui produisent déjà des aliments. Merci, Pamela. L'orateur aujourd'hui, c'est Tumet Chensira de l'Université de Panzula en Afrique du Sud, qui comprend le comportement des consommateurs à travers l'expérience de la nourriture dans le contexte urbain. Pour comprendre le comportement des consommateurs par l'expérience de la nourriture, nous avons utilisé une méthode Photo Voice qui permet aux personnes de prendre une photo de leur nourriture, source d'aliments ou plat équilibré. Cette étude a été faite dans la zone d'urbaine et périurbaine. On a utilisé des zones relativement pauvres. L'étude a mis en avant que les participants montrent la variété de consommation des aliments, mais aussi une nourriture relativement healthy qui souvent est identifiée en fait comme saine alors qu'elle n'est pas très saine. On met en avant aussi les politiques urbaines pour reconnaître la valeur des aliments dans la création d'une citoyenneté durable au sein de la sécurité alimentaire et de ce type de plan. Chuma, merci. Prochaine présentation qui vient de Calder Young, de l'école de Londres de médecine et de maladies tropicales par rapport en fait à l'expression agricole pour les professionnels de la santé. Les systèmes de santé ont besoin de réformes pour comprendre le principe de l'alimentation et ces professionnels de la santé doivent comprendre l'importance de l'alimentation dans la santé. Généralement, ils ne sont pas formés pour un style de vie sain. Et donc, il faut mettre en place au sein de ces formations des orientations orientées sur l'agriculture et la nutrition. Nous avons vu des résultats après ces ateliers
Les compétences et les connaissances de ces candidats étaient manquantes à la base. On continuera de développer ce programme. L'intégration de changements de style de vie va amener des bénéfices holistiques pour les participants et la population en général. Je vous attends dans les salles en marge. Merci. La prochaine présentation aujourd'hui sera au sujet des politiques qui puissent réduire l'obésité et de façon plus efficace après la pandémie de COVID-19. Sherlock va nous parler depuis le Centre de la sécurité alimentaire au Royaume-Uni. Alors, merci, Jeff. Après la pandémie, on a enquêté sur 62 parents au téléphone et par rapport à l'expérience de l'alimentation de leur famille. Et on a mis en avant des politiques équitables, équilibrées, en parlant avec les parents. Les enfants étaient toujours à la maison, donc surtout la préparation des repas était faite par les mamans. Il y avait une capacité à prioriser l'alimentation. L'importance du système permettre de comprendre l'importance de la bonne nourriture à l'école pour pour faire comprendre aux gens ce que signifie la nourriture dans la vie au jour le jour. On s'est rendu compte que souvent, la nourriture est utilisée pour remplir des besoins socio-émotionnels. Il y a peu de politique pour prioriser une une nourriture saine. Prochaine présentation de Claudio Hofner de l'École de Londres de médecine tropicale Claudia. et qui va nous parler des mesures, de curatives mesures pour l'exposition aux inondations avec le temps. Les implications sévères comme des pays au niveau de ces inondations, comme le Bangladesh par exemple, c'est très peu par rapport aux effets sur la santé et c'est parce qu'il y a très peu d'éléments métriques qui sont connus. Il faut identifier la différence entre les émissions satellites avant et après les événements. On peut avoir certaines approches, mais il faut adapter cela en tant que série temporelle pour comprendre la situation au Bangladesh. Ici, on peut résumer tout d'abord le fait qu'on a composé une image sèche composite pour utiliser les références de séries, ensuite les différentes et chaque image subséquente pour une période de temps. Ensuite, on extrait une série temporelle avec les inondations. Et ce faisant, on a été capable d'identifier des périodes d'inondation avec le temps et la complication de ces phénomènes. Beaucoup. Le narrateur Dustin Aitken de l'école Bloomberg de la santé publique à St. John's Hopkins, et sur la politique et la cohérence sur les systèmes de transformation alimentaire. Bonjour à tous. Nous avons une révision qui nous permet de comprendre comment la cohérence politique a été définie, mesurée pour les systèmes et la transformation de ces systèmes. Les protocoles ont été informés par une définition de politique de cohérence, des politiques dans différents domaines et ainsi de suite, avec un accent sur les synergies pour accomplir des buts communs en suivant les normalisations, la méthodologie. On a essayé 36 sur 2400 études potentielles. On a trouvé ainsi une analyse de contenu qualitative avec des interviews de partenaires clés. La mesure la plus commune a permis de donner une définition pour une politique cohérente au niveau du système alimentaire. Et il faut des approches intégrées pour guider le progrès vers l'établissement des ODD et au-delà. Merci beaucoup. Merci, Tessa. Maintenant, Christian Empalé de l'Université de la Caroline du Sud des États-Unis sur la prise de décision alimentaire dans le contexte des vies changeantes après la crise. Merci. Les gens des pays à revenus faibles et moyens expérimentent des pressions sociaux et géopolitiques et leur façon de travailler a changé également. Les choix alimentaires ont changé, la production également, l'acquisition, la préparation, la distribution et la consommation ont également changé. Et on a conduit une révision pour voir pourquoi est-ce qu'il y a un changement et quels sont les choix de changement. Et on voit que l'environnement des lieux de travail mène également à moins d'interactions sociales. Par exemple, passer de l'agriculture à d'autres activités fait que les gens migrent vers les zones réelles, donc il y a moins de production de nourriture et il y a une demande pour plus de nourriture industrielle.
Cela demande souvent aussi des diètes mal équilibrées lorsqu'ils passent de nombreuses heures au bureau. Merci Christelle. La prochaine présentation vient de Hong Trinh de l'Université du Vietnam sur la qualité du régime et le choix alimentaire au Vietnam. Merci. Est-ce que ça fonctionne? On pensait qu'on allait pouvoir utiliser le système d'Anna-Claire. Expliquez cela. Vietnam, on voit qu'il y a énormément de problèmes au niveau de cette routine. On utilise des éléments sociodémographiques. L'interprète s'excuse, le son est trop mauvais pour pouvoir traduire ce poster. Nous allons donner des recommandations politiques. Merci. Our final presentation, Merci. La dernière Center for Food Policy présentation de Jessica Abbott du Centre universitaire au Royaume-Uni sur les participations des jeunes et des enfants au niveau de changement d'environnement alimentaire. Au niveau de la politique scientifique, on pense qu'il y a davantage de personnes qui devraient fonctionner un système équitable. Alors, la participation des enfants et des jeunes à la conception de solutions pour des environnements plus sains en matière d'alimentation et d'activité physique. C'est une étude systématique. Alors, nous avons trouvé que 91% des études, nous avons donc vu qu'en ayant donc des concepts de nutrition, nous avons donc pu obtenir des bons résultats. Alors, en parlant donc d'une seule solution, nous avons trouvé que les solutions donc des personnes étaient donc faisables. Merci. Très compliqué. Merci. Alors, cela prend donc pas mal d'organisations pour pouvoir donner donc des présentations en temps et en heure. Donc, je suis très impressionnée par cette ponctualité.